Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce vendredi 16 septembre. La semaine de la réconciliation se poursuit au Mali. Ce rendez-vous désormais annuel a pour objectif de relancer le dialogue entre Maliens. La stratégie du Marzane à l'égard de l'investissement étranger ne séduit plus alors que le géant Siemens Gamsa plie bagage. Il pourrait être suivi par d'autres industriels étrangers. Les Palestiniens commémorent le 40e anniversaire des massacres de Sabra et Shatila, un crime contre l'humanité qui reste impuni. Alors que le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai se poursuit à Samarcande en Ouzbékistan, le président turc Recep Tayyip Erdogan dit vouloir mettre fin au conflit en Ukraine le plus rapidement possible. La première édition de la semaine de la réconciliation s'est ouverte hier à Bamako à l'initiative des autorités de transition. L'événement aura désormais lieu chaque année du 15 au 21 septembre. Objectif, permettre un dialogue national intermalien. Safwan Ben Sabri. Au Mali, l'heure est à la réconciliation nationale et au dialogue entre les différentes parties dans l'espoir de trouver une voie de sortie à la période de transition en cours depuis 2021. À cette occasion, les autorités maliennes ont organisé une semaine de la réconciliation. Étaient présents à l'événement plusieurs responsables de haut rang maliens, dont le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga, acteur majeur de la transition. L'événement s'est déroulé sous la présidence d'Assimi Goïta, qui a profité de l'occasion pour exhorter ses citoyens à se parler et à s'écouter. Le temps que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Il s'agit donc pour le colonel Goïta d'insuffler un nouveau souffle à l'action politique de l'État, favorisant davantage les perspectives d'avenir. Dans sa volonté de rassembler, le chef de l'État a fait appel à toutes les composantes de la société malienne, prônant l'apport de la diversité. À l'heure où le Mali traverse une période de transition politique sensible, menacée notamment par la multiplication de groupes terroristes, Assimi Goïta joue la carte de l'apaisement. Une minute de silence a par ailleurs été observée en hommage aux victimes des différents conflits qui secouent le pays actuellement. Et on revient justement sur ce rendez-vous avec le journaliste malien Massiré Diop. Bonsoir. Bonsoir. Alors la première édition de la semaine de la réconciliation a donc été lancée hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une occasion propice pour chasser les démons de la division, mais aussi de la terreur qui guette le pays. Assimi Goïta a été clair, l'objectif est notamment de permettre un échange entre les Maliens pour qu'ils puissent enfin se parler et se pardonner. Selon vous, quel est votre commentaire et que peut-on attendre de ce rendez-vous qui est devenu maintenant annuel ? Il est important de placer un peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que l'événement est intervenu suite à une forte demande exprimée par les Maliens d'ouvrir le dialogue avec tout le monde. Et cette demande avait été faite lors de la conférence d'entente nationale qui a eu lieu en 2017. En mars et avril 2017, où les Maliens ont dit qu'ils ont besoin de se parler, de se comprendre, de discuter et aussi de se pardonner et de se réconcilier. Donc c'est dans cette dynamique qu'une loi d'entente nationale a été adoptée et promulguée en 2019. Et de fil en aiguille, on est parvenu maintenant à l'organisation ou bien à l'institution de cette semaine nationale de la réconciliation. Très bien. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être attendu de ce type d'événement, étant donné que maintenant il est prévu chaque année ?
Bon, qu'est-ce qui pourrait être attendu? C'est d'abord parce que, vous savez, le tissu social, le tissu social qui était le fondement, même le pilier de la société, s'était effondré avec ces attaques et ces invasions, ces occupations. Donc là, l'occasion, c'est de tout mettre à plat pour se parler. D'abord pour se parler, pour se comprendre, ensuite aussi pour se pardonner. Et une fois que cette étape est franchie, on dira que le plus facile reste à faire. Il faut que les Maliens discutent, il faut que les Maliens se parlent. C'est d'abord ça l'objectif de cette rencontre. Et on a quand même bon espoir que lorsque le dialogue sera institué de cette manière, et surtout que c'est au plus haut niveau, l'espoir est permis d'avoir une paix durable. Merci beaucoup, Monsieur Massiré Diop. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste malien. On reste au Mali pour évoquer l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus par les autorités maliennes. Bamako prolonge la joute diplomatique et verbale avec Abidjan en l'assortissant d'une mise en garde à l'égard de la CEDEAO. Cette affaire est purement judiciaire et bilatérale, estiment les autorités maliennes, qui mettent en garde contre toute instrumentalisation de l'organisation par les autorités ivoiriennes. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. D'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Au Maroc, les cessations d'activités volontaires des entreprises multinationales et étrangères explosent. Dernière en date, celle de l'usine éolienne de Siemens Gamesa. Elle ferme ses portes 5 années seulement après son inauguration à Tanger. Alors quelles sont les raisons de cette fermeture? Élément de réponse avec Mohamed Wali Ben Chaban. Le nombre de défaillances des entreprises étrangères au Maroc augmente de plus en plus. Ce phénomène bat son plein au royaume. Celui de la cessation des activités des entreprises économiques et industrielles. Des firmes de renommée internationale préfèrent mettre un terme à leurs activités, faute de perspectives alléchantes pour l'avenir. L'usine tangéroise de Siemens Gamesa, l'un des principaux fabricants d'aérogénérateurs au monde, va fermer ses portes 5 ans après son inauguration. La fermeture de cette usine est désormais actée. Inaugurée officiellement en octobre 2017 pour la fabrication de pales d'éoliennes de 63 mètres de long, cette décision de fermeture de cet investissement de 100 millions d'euros est tributaire de la concurrence farouche à laquelle le groupe est soumis dans le monde de l'énergie éolienne. La décision de fermeture aura forcément des conséquences néfastes. Pas moins de 500 employés seront mis au chômage technique dès le début de 2023. Plusieurs personnes s'inquiètent des conséquences dévastatrices qu'une telle mesure pourra entraîner dans l'économie marocaine. La fermeture au Maroc est due à un choix technologique inapproprié et que la production des pales à 66 mètres a été limitée, or que le marché demande aujourd'hui des pales de 80 mètres et plus. Il semble que la stratégie du Merzen à l'égard de l'investissement étranger n'est pas séduisante. En plus de Siemens Gamesa, d'autres industriels envisagent de plier leurs bagages et de s'orienter vers d'autres destinations. Commémoration, les Palestiniens se souviennent aujourd'hui encore des massacres commis du 16 au 18 septembre 1982 dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila dans la banlieue de Beyrouth. Durant 3 nuits et 2 jours, l'entité sioniste avec la complicité des milices des phalanges libanaises s'adonneront aux pires exactions à l'encontre des habitants du camp. 40 ans plus tard, ce crime contre l'humanité reste impuni. Tininan Makassi.
Si le nom de Sabra et Shatila résonne encore dans les mémoires collectives comme un souvenir honteux et douloureux pour l'humanité, une humanité qui découvre impuissante l'agonie du peuple palestinien et le destin funeste que lui réserve l'entité sioniste et ses alliés. Durant 3 jours et 2 nuits, des centaines de milliers de Palestiniens sont massacrés, exécutés de façon sommaire. Femmes, enfants, personnes âgées, la barbarie n'épargne alors personne. C'est dans un Liban déjà meurtri par 8 ans de guerre civile, de haine interreligieuse, que le 15 septembre 1982, à 5 heures du matin, l'armée sioniste passe à l'attaque, entre dans Beyrouth-Est et encercle les camps de Sabra et Shatila, mettant ainsi fin à un cessez-le-feu négocié au forceps quelques semaines auparavant. Le lendemain, à savoir le 16 septembre, répondant à l'adage « Les ennemis de mon ami sont mon ennemi », que la milice des phalanges libanaises prend d'assaut les 2 camps de Sabra et Shatila, pendant que l'armée sioniste éclaire les lieux pour leur faciliter la tâche. Alliés de longue date, les phalangistes ont en outre facilité l'invasion du Liban et son occupation par l'entité sioniste le 6 juin de la même année. On ne saura jamais le nombre exact des victimes de ce massacre. Et durant de longues années, l'entité sioniste fera tout pour cacher son implication. Mais des documents déclassifiés permettront de prouver officiellement son implication directe dans ce génocide. D'ailleurs, certains observateurs n'hésitent pas à pointer du doigt l'administration Reagan. 40 ans plus tard, ce crime contre l'humanité reste encore impuni et aucune plainte pour crime de guerre ou autre n'a été maintenue contre les dirigeants de l'entité sioniste et leurs complices. 40 ans plus tard, la douleur dans l'âme, le peuple palestinien continue à crier justice pour son peuple, ses martyrs, sa terre. François Deroche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Monsieur Deroche, comment expliquer que la commémoration des crimes de Sabra et Shatila soit aussi peu médiatisée, toujours 40 ans après? Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Sabra et Shatila, du point de vue juridique? Des crimes contre l'humanité, un crime de génocide et un crime de guerre. Ces crimes ne sont pas prescriptibles. Donc, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on peut aujourd'hui ester en justice, on peut traduire en justice les responsables. Maintenant, ce qui est également dommage, c'est que pendant ces 2 jours et 3 nuits, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué, on a violé, on a torturé, on a égorgé, on a éventré, on a brûlé vivant, on a mis tous ces gens-là dans des fosses communes, et aujourd'hui, tous les observateurs s'accordent à dire qu'il y a eu pratiquement 5000 morts. Tout à l'heure, votre présentatrice hésitait sur le nombre de morts, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu quand même pratiquement 5000 morts dans le camp de Sabra et Shatila. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les responsables, qui sont les assassins? Les assassins, on les connaît. 40 ans après, ils demeurent impunis. Mais toutes les enquêtes qui ont été menées depuis pour cerner leurs responsabilités, tout d'abord, ce sont les forces libanaises d'Eli Oubaïka, qui est indéniable. C'est eux, d'après l'avis des survivants, qui ont commis les pires des atrocités. D'ailleurs, le correspondant de France Inter à l'époque, qui s'appelle Alain Ménargue, qui était un des premiers journalistes à arriver sur place, c'est-à-dire dès le 18, quand l'armée israélienne a levé le siège, a affirmé qu'il y avait également des membres d'une unité spéciale de l'armée israélienne qui venaient chercher 120 terroristes à liquider d'après eux. Donc aujourd'hui, la responsabilité d'Israël n'est pas niée. Et d'ailleurs, Israël n'a jamais nié sa responsabilité. Et elle disait au départ, ce sont les phalanges chrétiennes qui sont responsables de cela. Ceci dit, il y avait quand même malgré tout un journaliste israélien qui s'appelle Amon Kapoulio, qui a eu le courage de publier en 1983 une remarquable enquête qui a conduit quand même à la démission de Sharon, et d'ailleurs il disait que dès le 14, c'est-à-dire dès l'assassinat de Bachir Gemayel, l'armée israélienne a décidé, contrairement aux engagements qui étaient donnés, de rentrer dans ce camp. On le rappelle également que le 1er septembre, Yasser Arafat et les troupes
les troupes palestiniennes ont été obligées de quitter le Liban, c'est-à-dire ce camp est devenu totalement sans défense. On a fait exactement dans le camp de Sabra et Shatila ce qu'on a fait à Sarajevo à l'époque quand on a demandé aux Bosniaques de rendre leurs armes et on a laissé les Serbes les assassiner. Aujourd'hui, effectivement, rappelez-vous également que quand les phalangistes ont été amnistiés l'année d'après, c'est-à-dire qu'ils pouvaient en toute liberté, en toute tranquillité, aller fanfaronner dans les rues à Beyrouth, mais au Baïka, qui était quand même à leur tête, il y a eu une plainte qui était en 2002. En 2002, il y a une plainte qui a été estée en Belgique. Mais il y a un attentat en 2002 parce qu'il avait la preuve que Ariel Sharon et les hommes de l'armée du Liban Sud de Saïd Haddad ont participé après une plainte qui a été portée par 3 rescapés. Très bien, merci beaucoup, Monsieur François Deroche. Aujourd'hui, on peut toujours rester en justice. Il faut se dépêcher parce qu'il faut donner des noms pour pouvoir traduire devant ce qu'on appelle les compétences universelles dans certains pays, parce que la Cour pénale internationale ne permet pas cela, parce que Mahmoud Abbas, quand il a signé la Convention de Rome, a dit « Moi, je traite les affaires après 2014 ». Et comme cette affaire, elle est avant, en 1982, donc elle ne peut pas être jugée par la Cour pénale internationale. Très bien, merci pour cet éclairage, Monsieur François Deroche. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Alors les Palestiniens sont toujours la cible de violences sionistes. 17 d'entre eux, dont 10 étudiants, ont été arrêtés ce vendredi par les forces de l'occupation sioniste lors de prises d'assaut de plusieurs villes et villages de Cisjordanie occupés. Et l'année 2022 a été la plus meurtrière depuis 2015 pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée. 81 personnes ont été tuées par des colons sionistes ou à la suite d'agressions de l'armée d'occupation, selon des chiffres fournis par l'association France-Palestine Solidarité. Direction le Liban. À présent, le Liban qui est touché par une extrême crise économique depuis 2019, une situation qui a conduit plusieurs citoyens libanais à braquer des banques. On assiste à un véritable effet boule de neige depuis notamment le braquage de la jeune Sally Hafiz. Rien que cette semaine, 7 braquages ont été enregistrés dans le pays, ce qui illustre le désespoir des Libanais. Iman Merad. Le pays des Cèdres a été frappé par une série inédite de braquages de banques la semaine dernière. De nombreux Libanais sont dépités face à l'impossibilité de retirer leurs économies bloquées depuis plus de 3 années dans un pays qui vit une crise économique sans précédent, caractérisée par des restrictions bancaires drastiques. Mercredi, une dénommée Sally Hafiz, jeune Libanaise âgée de 28 ans, a pris d'assaut une banque de Beyrouth pour récupérer ses économies bloquées afin de payer les frais d'hospitalisation de sa sœur atteinte d'un cancer. Suite à cet incident, le même jour, un homme a braqué une autre banque au nord-est de la capitale. Vendredi, 3 autres braquages ont été recensés, dont 2 à Beyrouth et 1 dans le sud du pays. L'incident de Sally Hafiz est similaire à celui du mois dernier, où un épargnant a fait irruption dans une banque à Beyrouth, réclamant fusil à la main un peu plus de 200 000 € d'économie, pour payer les frais d'hospitalisation de son père, un acte applaudi par ses concitoyens. Face à la multiplication des braquages, le ministre de l'Intérieur a provoqué ce vendredi une réunion d'urgence pour prendre les mesures sécuritaires nécessaires. L'Association des banques du Liban a également provoqué une réunion d'urgence et ordonné une fermeture généralisée de toutes les succursales pour une durée de 3 jours dès lundi prochain. Selon la Banque mondiale, les autorités libanaises auraient dilapidé les dépôts des épargnants ces 30 dernières années grâce à une pyramide de Ponzi, une expression qui se réfère à un montage financier considéré comme frauduleux, un argent profitant aux banques ainsi qu'aux dirigeants politiques qui sont leurs clients. La Banque du Liban jouant le rôle de clé de voûte de ce système qui a atteint ses limites aujourd'hui, tandis que l'État ne cesse de s'endetter afin de pouvoir payer les intérêts reversés à tous les bénéficiaires.
Et le ministre libanais de l'Intérieur, Bassam Maoulaoui, s'est justement exprimé au sujet des braquages à répétition qu'enregistre le Liban ces dernières semaines. Réclamer ses droits de cette manière peut nuire au système, dira le ministre de l'Intérieur. Je m'adresse aux déposants pour leur dire que leurs droits, ils en ont. Ils ne peuvent pas les obtenir de cette façon parce que réclamer ces droits de cette manière en enfreignant la loi, ce que les procureurs décrivent comme un crime au sens du code pénal, peut nuire au système et faire perdre leurs droits au reste des déposants. Cela a commencé avec les banques et nous ne savons pas à quoi cela peut conduire. Session plénière ce vendredi à Samarcande à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Un sommet sur fond de tensions géopolitiques. Le président chinois Xi Jinping a appelé les dirigeants présents à travailler ensemble à la promotion d'un ordre international qui aille dans une direction plus juste et rationnelle. Nous devons travailler ensemble à la promotion d'un ordre international qui aille dans une direction plus juste et rationnelle. Et alors que les relations de Moscou avec l'Occident sont des plus tendues, le président russe a tenu à saluer le rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir, tout en soulignant que la coopération entre les pays de l'OCS, à la différence des Occidentaux, se base sur des principes privés d'égoïsme quelconque. La crise en Ukraine s'est invitée justement au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se tient donc actuellement à Samarcande, en Ouzbékistan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à mettre fin au conflit russo-ukrainien peu avant sa rencontre avec son homologue Vladimir Poutine. Erdogan qui privilégie la voie diplomatique pour une sortie de crise. Les détails avec Amin Toutah. Le rendez-vous de l'Organisation de coopération de Shanghai tenu dans la capitale ouzbek Samarcande n'a pas laissé de côté le conflit en Ukraine. Peu avant sa rencontre avec le président Vladimir Poutine, en marge du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan est revenu sur la crise russo-ukrainienne qui dure depuis plus de 6 mois, en appelant à une solution rapide et par la voie diplomatique. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine par la diplomatie le plus rapidement possible. Nous nous efforçons sincèrement de fournir des céréales à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier nos frères et sœurs en Afrique. Entretenant des relations avec les deux belligérants, Ankara a parrainé des rounds de négociations entre Kiev et Moscou en Turquie, en pleine opération militaire, sans aboutir pour autant à un cessez-le-feu. Sur le plan économique, la Turquie a participé avec l'ONU au mois de juillet passé à la signature d'un accord avec l'Ukraine et la Russie, afin que les céréales ukrainiennes puissent être exportées au départ d'Odessa en mer Noire, sans entrave russe. L'actuel appel du président turc intervient en plein conflit qui s'intensifie sur le front est de l'Ukraine, notamment à Kharkiv, après que des affirmations ukrainiennes ont fait état d'une reprise de ses forces de plusieurs régions sous contrôle russe. Par ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré qu'il espérait mettre fin à l'opération militaire en Ukraine le plus vite possible. Le président russe s'est donc entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine et je connais vos inquiétudes que vous exprimez toujours. Nous ferons tout pour mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Et dans un tout autre registre, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré à son homologue chinois Xi Jinping que son pays ne céderait pas à l'intimidation américaine, faisant référence aux sanctions de Washington contre Téhéran, principalement pour son programme nucléaire. Raisi appelle les dirigeants asiatiques à adopter de nouvelles solutions pour faire face à l'unilatéralisme et aux sanctions cruelles.
Sans aucun doute, l'unilatéralisme américain cherche à empêcher les pays de suivre leur voie de développement indépendante. L'OCS doit adopter de nouvelles solutions et des mesures spéciales pour faire face à l'unilatéralisme et aux sanctions cruelles, notamment en formant un commerce durable entre les États membres de l'organisation. Et à propos des États-Unis, sachez que Nancy Pelosi se rendra en Arménie dans les prochains jours. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis l'a annoncé donc ce vendredi lors d'une conférence de presse en Allemagne au début d'une réunion des présidents du Parlement du G7. Si cette visite intervient à la suite d'affrontements frontaliers meurtriers avec les forces azerbaïdjanaises voisines, Pelosi refuse tout de même de donner plus de détails, mais elle déclare qu'il s'agit de droits de l'homme et du respect de la dignité et de la valeur de chaque personne. Nous nous rendrons en Arménie car nous avons reçu une invitation des Arméniens. Dans tous les cas, il s'agit de droits de l'homme et du respect de la dignité et des valeurs de chaque personne. Autre région théâtre d'affrontements, l'Asie centrale. De nouveaux affrontements ont éclaté ce vendredi à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, faisant 18 blessés, dont 4 militaires. Et puis l'ONU annonce qu'il manque toujours 32 milliards de dollars sur les 49,5 milliards dont l'organisation estime avoir besoin d'ici la fin de l'année pour venir en aide à 204 millions de personnes. Un montant record que le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU espère atteindre. Il appelle les donateurs à combler l'écart d'ici la fin de l'année pour financer la quarantaine de programmes prioritaires. Des millions de vies et de moyens de subsistance à travers le monde sont menacés par les conflits, les urgences climatiques, la faim et les migrations forcées. Nous avons besoin d'un total de 49,5 milliards de dollars cette année pour aider 204 millions de personnes parmi les plus vulnérables, mais seulement 17,6 milliards ont été reçus jusqu'à présent. Le déficit de financement est donc de près de 32 milliards, le plus important jamais atteint. Nous débloquons aujourd'hui 100 millions de dollars de fonds central d'intervention d'urgence pour combler les déficits de financement critiques dans 11 opérations humanitaires en Afrique, en Asie, dans les Amériques et au Moyen-Orient. Charles III est arrivé ce vendredi au Pays de Galles, dernière étape de sa tournée de nouveau roi du Royaume-Uni, à 3 jours des funérailles de sa mère Élisabeth II, et près d'une semaine après avoir été proclamé roi. Charles III poursuit donc sa longue série d'engagements officiels et achève à Cardiff sa tournée dans les 4 nations constitutives du Royaume-Uni. En Afghanistan, Ahmad Massoud, chef du Front national de résistance, appelle à unifier la diaspora pour tenter de trouver une solution pacifique et non militaire face aux talibans. Pour le fils du légendaire commandant assassiné en 2001 par Al-Qaïda, c'est le début d'une nouvelle étape après l'échec des efforts menés depuis la prise du pouvoir par les talibans. Dès le premier jour, nous avons essayé de discuter avec les talibans pour leur faire savoir ce que veut le peuple afghan, pour leur faire comprendre qu'il est facile de prendre le pouvoir, mais qu'il n'est pas facile de le contenir et de s'y accrocher. Ce dont l'Afghanistan a besoin, c'est d'établir un gouvernement uni, fort et décentralisé, pour que l'Afghanistan soit libéré du terrorisme, pour que le pays soit tourné vers l'avenir et pour établir un gouvernement légitime et responsable. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, tout ce qu'ils ont essayé de dire dans nos négociations avec eux, c'est qu'on devait renoncer.
La Corée du Sud a rapatrié ce vendredi les restes de 88 soldats chinois tués pendant la guerre de Corée. Première opération de ce genre depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président sud-coréen. Les gardes d'honneur sud-coréennes ont porté les cercueils jusqu'à un avion de l'armée de l'air chinoise. Les restes des soldats chinois sont donc arrivés quelques heures plus tard dans la ville de Shenyang, dans le nord-est de la Chine, où des honneurs militaires leur ont été rendus en présence d'anciens combattants. Et avant de parler des Emmy Awards, cette bonne nouvelle pour l'Équateur qui jouera finalement le Mondial 2022 au Qatar. Débouté une première fois en juin de sa plainte au sujet de l'éligibilité d'un joueur équatorien, le Chili a encore vu la FIFA rejeter sa demande en appel. Conséquence, l'Équateur sera bel et bien au Qatar à partir du 20 novembre. Et puis la grande famille de la série à succès Squid Game s'est retrouvée à Séoul pour remercier son public suite à la cérémonie des Emmy Awards qui s'est tenue cette semaine à Los Angeles. L'équipe de la série Netflix a remporté les premiers prix aux Emmy Awards, cérémonie de récompense la plus prestigieuse pour la télévision. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Bonne soirée sur Al24 News.